Ok, bonjour à tous. Nous sommes ici à Paris 8, la journée internationale d'histoire et sociologie critique du football, avec des collègues de Nanterre, de Lyon, et de l'Université d'Artois aussi. Aujourd'hui, avec l'équipe école, euh, mon collègue Jean-Yves Rochex, professeur de l'Université Paris 8, il va commencer le travail en parlant un peu sur l'équipe école et comme ça on va faire les débuts de notre journée. Je remercie bien tous les collègues de l'Université de la République d'Uruguay, Pierre Rodrigo et Bell, et ma collègue Carmen Real, de l'Université fédérale Santa Catarina, et le collègue Rogério Goulart, de l'Université fédérale du Paraná. Après, on va dire quelque chose de la situation à Paris. On a un problème au métro, dont les collègues français ils sont un peu en retard, mais après, ils rejoindre à nous. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Yves Rochex. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Bonjour et bienvenue à toutes et tous, y compris aux collègues qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre, puisque la seule ligne de métro qui arrive à notre université est bloquée. Donc, voilà, donc je suis pour ma part professeur émérite à l'université Paris 8 Saint-Denis, qui est l'université héritière de l'université de Vincennes, peut-être plus connue à l'étranger. Et je suis donc membre de l'équipe. J'ai été anciennement directeur du laboratoire CIRCEFT et membre de son équipe ESCOL, donc qui a accueilli Fabio pour sa thèse il y a déjà maintenant quelques années, thèse que j'ai eu le plaisir d'encadrer et de faire soutenir en 2012, me disait-il tout à l'heure, le temps passe vite. Donc, rapidement, pour vous présenter l'équipe ESCOL qui travaille peu sur les questions sportives et de football, malheureusement peut-être, mais qui est une équipe qui a été fondée en 1987 par le professeur Bernard Charlot, qui depuis fait une seconde carrière au Brésil à l'université de Sergipe, l'université fédérale, et qui donc l'équipe a continué après le départ de Bernard, y compris après le départ d'autres collègues comme moi qui sont partis à la retraite. Et c'est une équipe qui mène des recherches pluridisciplinaires dans un département de sciences d'éducation autour d'une thématique centrale qui est de mieux comprendre les processus de production des inégalités sociales et genrées dans l'espace scolaire et dans la question des apprentissages du développement culturel, en conjuguant des approches plutôt inspirées de la sociologie alors bourdeusienne ou post-bourdieusienne, ou aussi en travaillant beaucoup avec les acquis du sociologue britannique Basil Bernstein, qui mobilise aussi pas mal d'acquis de la psychologie culturelle dans une tradition vygotskienne, wallonienne, et qui donc regarde un petit peu dans le détail en regardant les différents niveaux ou les différentes composantes de ces processus de production d'inégalités scolaires. Alors, depuis les questions structurelles d'organisation des systèmes éducatifs et de leur rapport avec les rapports sociaux, les communautés, les milieux sociaux, jusqu'à un niveau un peu inférieur qui est celui de la conception et de la mise en œuvre des politiques éducative, et en particulier nous avons beaucoup travaillé sur ce que nous appelons en France les politiques d'éducation prioritaire ou les politiques d'éducation compensatoire, y compris en menant des travaux comparatifs avec certains travaux d'Amérique latine. Alors c'est moins le Brésil sur cette thématique-là que l'Argentine ou le Chili, puisque nous avons recruté une collègue argentine qui a fait sa thèse sur ce type de politique en Argentine. Et puis nous travaillons ensuite sur la définition et la mise en œuvre de contenus curriculaires et de supports pédagogiques dans les classes pour enfin descendre jusqu'au niveau de l'ordinaire des classes dans les pratiques enseignantes
ou dans les pratiques d'apprentissage des élèves, le terme pratique n'étant pas défini au sens étroit comme le seul intérêt pour les activités scolaires proposées aux élèves, mais aussi dans la manière dont les élèves peuvent y mettre en relation ce qu'ils sont censés faire à l'école et leur expérience non scolaire, on pourrait dire leur expérience scolaire et leur expérience non scolaire, soit dans des logiques de développement réciproque, soit éventuellement dans des logiques d'empêchement réciproque, malheureusement, et tout ça référé à des contextes sociaux et institutionnels qui nous ont amenés à travailler particulièrement dans ce que nous appelons en France les banlieues, c'est-à-dire les zones périphériques les plus populaires des grandes villes, en particulier l'agglomération parisienne, et ce que donc vous appelez en brésilien les périférias, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir cette journée et éventuellement de pouvoir collaborer avec l'Institut qui est en construction, qui est déjà bien construit, même si nous avons peu de collègues travaillant dans le domaine précisément des pratiques sportives et corporelles. Mais nous en avons quelques-uns qui travaillent dans le domaine des pratiques artistiques, voilà. Mais ça pourrait élargir notre champ. Par ailleurs, nous avons, et j'ai plus spécialement à titre personnel, des collaborations depuis plusieurs années, en revanche, avec le syndicat, le principal syndicat des enseignants d'éducation physique et sportive dans l'enseignement secondaire en France, qui peut éventuellement être une ressource pour les travaux et de l'Institut et dans sa version française ou dans les échanges à venir qui ne sont pas limités, si j'ai bien compris, à être des échanges académiques entre chercheurs, mais qui peuvent aussi mobiliser des instances communautaires ou des quartiers périphériques, voire des instances professionnelles telles que les enseignants d'éducation physique dans les écoles et les établissements scolaires, ou les professionnels de l'animation sportive dans les quartiers et les communautés en question. Voilà. Donc je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue, de plein succès à cette rencontre malgré toutes les difficultés matérielles que nous rencontrons et de bonne suite de cette initiative qui ne fait que commencer pour nous, mais dont j'espère bien qu'elle aura des suites fructueuses. Voilà. Encore une fois, merci à toutes et toutes d'être là, à distance ou en présence, ou même empêchés dans un métro bloqué. Merci bien. Merci, Jean-Yves. On passe la parole à collègue Carmen Real pour faire la... Merci Fabio, c'est un plaisir d'être ici cette journée et je remercie les organisateurs, spécialement les professeurs Jean-Yves Rochet, de m'avoir invité. C'est toujours très bien de réfléchir sur le football et sur les possibilités de recherche ensemble. Comme Fabio a peut-être déjà expliqué, les INCT Football, c'est ainsi que nous appelons, est un réseau qui héberge de nombreux projets et groupes de recherche. Nous avons commencé cette année et nous essayons d'élargir les réseaux avec des chercheurs d'autres pays. Et qui étudient pas nécessairement le football brésilien, car nous pouvons mettre en perspective deux ou plusieurs études portant sur des terrains situés dans des endroits différents. Pour nous, c'est très important d'avoir ces rapports avec la France, qui a un centre reconnu de recherche sur le football. Et avec la France, on a entretenu des relations très intenses, non seulement parce que le Brésil doit à la France la création d'institutions universitaires, non? La USP, par exemple, a été créée lors d'une mission dirigée par Gérard Bastide, avec qui faisait partie Lévi-Strauss. Mais parce qu'une grande partie de ma génération a fait sa formation doctorale en France. Par contre, dans le domaine des études de football, il y a beaucoup à faire. Je pense que les rapports entre le Brésil et la France sur le domaine de l'éducation est beaucoup plus poussé que dans le domaine du football.
S'il est vrai que même au siècle dernier, nous avions publié en France un article, celui de José Serge Leite Lopes, Garrincha, la joie du peuple, qui est sorti de l'Acte de la recherche, non, la revue dirigée par Pierre Bouquier à l'époque. On ne peut pas dire que de nombreux exemples de ce genre se soient produits. D'autres chercheurs ont publié en France, bien sûr. Je pense à Bernard Boarque de Hollande, par exemple, possiblement Robert Amat. Je n'ai pas en tête un article de lui en France. Et moi-même, j'ai un chapitre sur la circulation globale des footballeurs brésiliens dans le livre Les footballs brésiliens, organisé par Bertrand Pirado. Et on trouve dans ce livre aussi un chapitre de Harley Damo sur les démonstrations dans la Coupe du Monde au Brésil et un autre de Gilmar Mascarenhas sur les stades. J'ai aussi un chapitre sur le football des femmes dans un livre publié lors d'un accord CAPS-COFECUB, mais très peu. Alors, je pense que cette journée, c'est une bonne opportunité pour nous de nous connaître un peu mieux, connaître notre recherche et penser à des projets ensemble, des publications de livres, des dossiers dans des revues académiques. Moi, initialement, j'ai développé un projet qui s'appelait Circulation transnationale des joueurs de football brésiliens, où j'ai problématisé les flux migratoires contemporains. J'ai remis en question des catégories conventionnelles d'immigrés, émigrés et d'expatriés, concluant qu'elles étaient insuffisantes pour expliquer les mouvements de main-d'œuvre temporaires comme celui des footballeurs qui se déplacent constamment entre les pays et les institutions de travail, les clubs. Les catégories conventionnelles utilisées pour désigner ces autres immigrés ont également été problématisées, professionnels hautement qualifiés, expatriés, élites internationales, etc. Les liens entretenus par les footballeurs avec leur pays d'origine m'ont amené à les qualifier des transmigrants, selon la notion définie par Linda Basch. Cela se produit même lorsque ces changements se produisent vers des clubs non hégémoniques dans le système du football, c'est-à-dire vers les clubs moins bien positionnés dans la hiérarchie de la FIFA. En soulignant comment, dans le cas des footballeurs, elles se situent entre les institutions de travail, les clubs, et non strictement entre pays. Dans une deuxième étape de la recherche dans le projet sur la circulation des joueurs brésiliens infâmes, j'ai utilisé la catégorie de Foucault, j'ai souligné la problématisation autour de la racialisation des joueurs de football à l'étranger. Cette racialisation résulte de la conjugation entre brésilianité et parfois sud-américanité et une race noire. Cette construction identitaire raciale présente dans la migration professionnelle des footballeurs vers les pays de destination suit les schémas racial historique décrit par Fanon. Elle se manifeste de manière contradictoire, d'une part comme racisme, tels les actes de supporters qui jettent des bananes sur le terrain, imitent des hurlements et des gestes de singes et prononcent des insultes verbales racistes. D'autre part, comme attribution des capacités physiques et innées supérieures aux joueurs noirs par rapport aux joueurs blancs dans les sports. La manière dont les joueurs brésiliens sont racialisés à l'étranger diffère souvent de la façon dont ils étaient perçus au Brésil avant le départ. Autrement dit, comme nous avons constaté lors de
le travail de terrain, l'image racialisée du footballeur brésilien présente des facettes opposées. D'un côté, elle crée une aura qui les place dans une position supérieure dans les marchés ethniques. De l'autre, il a les stigmates d'une prétendue infériorité intellectuelle qui les présente comme des enfants et leur pratique de football comme rebelles par rapport à la tactique européenne, en plus d'être associés à une vie frivole. Les deux facettes, à savoir celle du footballeur physiquement supérieur et intellectuellement inférieur, qui reproduisent les théories raciales du XIXe siècle, présentent des similitudes avec les analyses faites sur les footballs africains. Et cette analyse, bon, elles ont été beaucoup plus connues en France que notre travail au Brésil. En fait, les relations avec l'autre ont été largement abordées dans la littérature sur les sports, y compris les relations des genres et des races, où la déshumanisation et la humiliation de cet autre racialisé dans les sports à travers une normativité blanche, une théorie qui s'est avérée pertinente pour comprendre l'expression de cette racialisation est celle de Didier Fassin, un collègue français, un sociologue français, qui a adressé la question de la racialisation à 3 acteurs. Les premières, les spectateurs racistes chargés de déterminer la qualification raciale. La deuxième, les footballeurs qui se reconnaît racialisé. Et le troisième est celui qui, en observant la racialisation, objective l'interaction raciale et lui donne une vie publique. Une partie des spectateurs du stade et principalement les téléspectateurs. Bien, l'étape suivante de cette recherche, dans les projets footballeurs brésiliens à l'étranger, missionnaires mondiaux, j'ai problématisé l'idée selon laquelle le sport peut fonctionner comme une religion. Je suis d'accord avec des auteurs lorsqu'ils soulignent le football et la religion, par exemple Marc Auger. Mais je pense que c'est exagéré de dire que le football contemporain est souvent le théâtre, la nouvelle religion. Je pense qu'il est le théâtre de la propagande religieuse le plus regardé au monde. Comme Damat nous a dit, il faut éviter cette réduction et je pense que les questions les plus importantes, c'est sur la pratique. Jean-Yves vient de parler de la pratique dans les écoles. J'ai aussi essayé de regarder les pratiques des footballeurs, les pratiques religieuses, qui c'est aussi la position de Tala Azad, non, dans un débat avec Clifford Geertz. J'ai mis l'accent sur la pratique plutôt que sur la cosmologie religieuse. Non? Ma question était pourquoi les pratiques religieuses sont-elles si importantes pour les footballeurs et pourquoi la plupart d'entre eux choisissent-ils les églises néo-pentecostistes? Ma première réponse, inspirée par Gmelch, est venue d'une perspective fonctionnaliste. Gmelch, qui je n'avais pas encore lu à l'époque, expliquait que les joueurs de baseball utilisaient la magie pour contrôler l'anxiété générée par c'était aussi mon explication. Un affirmation je ne sais pas si c'est possible de ne pas avoir ces microphonies. Mais bon, je continue. Je suis presque finie.
je vais juste parler un peu de cette partie du projet, que c'était sur la religion. Peut-être qu'on a des collègues en France qui travaillent sur ces focus aussi, non? Enfin, j'étais aussi inspirée dans cette idée plutôt fonctionnaliste avec l'école de Manchester qui voit dans l'immigration rurale urbaine une sorte d'incertitude qui doit être contrôlée par l'immigré par la voie de la religion et aussi par notre père fondateur de l'anthropologie française qui c'est Marcel Mauss, non? Marcel Mauss, il a souligné les suppléments de force physique que pouvaient apporter les pratiques religieuses, tout comme les chasseurs australiens évoqués par Mauss, qui, en récitant des vers magiques, avaient la capacité de passer des heures sous des arbres. Les joueurs se sentaient aussi plus forts après leur rituel et surtout après la lecture de la Bible. Cependant, cette réponse ne m'a pas satisfait. Jésus n'est pas seulement une vitamine qui renforce les muscles, et il n'est pas nécessaire d'avoir des muscles forts pour pouvoir l'adorer, comme les soutiennent les partisans du christianisme musculaire. L'impact de la religion ne se limite pas au domaine professionnel. Elle a un effet beaucoup plus large, transformant et construisant les subjectivités. L'adhésion à la religion ou à la foi, qui est la catégorie que les joueurs utilisent, transforme les joueurs de manière radicale, les ouvrant à de nouvelles expériences de vie. Pour eux, la foi signifie loyauté, fidélité, soumission et espérance. C'est la confiance dans la providence divine en tant que force capable de fournir une prospérité et des bénédictions futures, ainsi que servir d'explication à les réalisations passées. Enfin, j'ai abordé dans cette étape de la recherche les transformations subjectives, aussi des genres et sexualités, en me concentrant d'abord sur les footballeurs masculins, puis sur les footballeuses. Chez les hommes, j'ai découvert que des expériences acquises à travers la pratique religieuse étaient capables de les guider vers un nouveau style de vie, les transformant des playboys en croyants, selon les mots d'un joueur bien connu, ou des mauvais garçons, des bad boys, en pères attentionnés. L'approche des transformations des relations des genres et des sexualités dans le football féminin a commencé en examinant comment les discours et les stéréotypes sont produits dans des systèmes du football afin de maintenir ou non ces relations. Puis j'ai passé à l'histoire. Je sais pas combien de minutes j'en ai, Fabio, je n'ai pas compté les temps. On a 20 minutes, mais prends tout le temps, Carmen. Prends le temps, c'est pas grave. Oui. 20 minutes déjà, mais... Bon, Frédéric et Igor, peut-être, ils sont là, ils sont en train d'arriver. C'est bien déjà. On avance un petit peu et après, on change la parole. Très bien. Alors, bienvenue à ceux qui ont survécu au King Charles. Bien, bon, comme on sait, aux États-Unis, au Brésil et dans de nombreux pays, le football féminin avait une présence initiale contemporaine du football masculin. Bien qu'il soit apparu à la fin du 19e
siècle dans des universités masculines de l'Angleterre, le football féminin s'est rapidement répandu et aussi dans plusieurs pays de l'Amérique latine, comme Pablo Labarce nous montre. Il a connu un moment crucial pendant la Première Guerre mondiale, où il y a eu une augmentation significative des équipes formées par des femmes. L'Angleterre, avec la création du British Ladies Club en 1895, est vu comme le point de départ de la première vague de football féminin, composée des femmes de l'aristocratie britannique. En 1917, les Dick Care Ladies, constituées de travailleuses de l'usine Strand Road, un fabricant de tramways et de trains légers, a fait sa apparition. Et les Dick Care Ladies ont existé pendant près de 50 ans et ont fait des tournées, notamment aux États-Unis, où elles étaient invincibles, même dans les compétitions contre les équipes masculines. Cependant, le succès de l'équipe n'a duré que 4 ans. En 1921, lorsque les Dick Care Ladies ont attiré environ 900 000 personnes à leurs 67 matchs, la Football Association a effectivement interdit le football féminin en interdisant les matchs féminins sur les terrains de ses membres. Au Brésil, le football féminin a commencé comme une caricature, un spectacle de cirque qui précédait les matchs masculins et visait à divertir le public. Même si les voix connues, comme celle de la journaliste Cléo de Gauzin, la sœur d'une intellectuelle très connue et féministe au Brésil, qui c'est Pagou, non? Cette journaliste l'associait déjà dans les années 1920 au féminisme et à la possibilité de créer des corps et des subjectivités capables de transformer les relations de genre. Au cours des années suivantes, d'autres pays ont suivi l'exemple du Royaume-Uni et ont interdit le football féminin, notamment l'Angleterre, la France et le Brésil. L'interdiction au Brésil a duré de 1941 à 1979. Son renouveau au Brésil à partir des années 80 a été souvent soutenu par des discothèques gays et lesbiennes de São Paulo et Rio de Janeiro. Même si la relation entre le football féminin et la lesbianité a été constamment occultée et institutionnellement niée. Les travaux de Caroline Almeida et de Marianne Pisani montrent que la majorité des pionnières étaient des femmes noires, lesbiennes, vivant dans les quartiers périphériques des capitales. Les relations entre le football et la lesbianité ont changé en 2019, après la Coupe du Monde en France, où elles ont commencé à afficher fièrement leur orientation sexuelle. Dans ma nouvelle étape de recherche qui a commencé cette année, j'ai élargi les champs empiriques pour inclure d'autres corps LGBTQIAN+, en concentrant initialement le travail sur un seul lieu, les États-Unis, où l'histoire a pris un autre tournant. Dans l'Institut, on a des chercheurs qui travaillent sur cette problématique, comme Wagner Camargo, Anderson Vieira. Les États-Unis, on le sait, sont les pionniers en matière de législation promouvant l'égalité des sexes dans les sports grâce au célèbre titre 9. Le Title IX fait référence à des programmes éducatifs financés par le gouvernement fédéral aux États-Unis et a été considéré comme plus efficace que les autres lois sur la discrimination sexuelle, initialement conçues pour les salles de classe et les laboratoires. La législation a eu un impact positif sur les femmes dans de nombreux autres domaines, y compris les sports. Pour cela, les sports a bénéficié d'une contribution décisive d'une performance féministe.
les joueuses de l'équipe féminine de l'université de Yale en 1976 ont écrit Title IX sur le corps nu et se sont tenues devant le bureau du directeur sportif, déclarant ainsi la loi fédérale, déclenchant ainsi la loi fédérale interdisant la discrimination sexuelle dans les sports, obligeant les universités et les écoles à offrir aux femmes les mêmes conditions infrastructurelles qu'elles offraient aux hommes. À Washington, d'ici, je vais mener des travaux de terrain avec l'équipe principale de la ville, le Washington Spirit, qui est l'un des 12 clubs de la National Women's Soccer League, la ligue de football les plus importante aux États-Unis. Bon, en général, c'est ça le parcours de mes recherches. Et je vais entendre des autres parcours pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup, Jean-Yves, Fabio et d'autres qui sont présents dans la salle. Merci, Carmen. Bien, merci, Carmen. Est-ce qu'il vous m'attend? Oui. Bon, nous sommes ravis de la présence de Frédéric Razera de Lyon, Igor Martinac de Nanterre. C'est ça, je l'ai prononcé très bien. Martinac, pardon. Les collègues de l'Université d'Artois, je pense que j'ai déjà vu les messages au email. Ils sont coincés à Carrefour Plaire. Mais il va faire demi-tour peut-être. Ouais. Mais par contre, on va voir les enregistrements. Nous sommes enregistrés au YouTube et on va pouvoir regarder après. On se parle après. D'accord? Et la dynamique donc du travail, c'est hybride. On va peut-être parler un petit peu sur INCT, mais je n'ai pas approfondi parce qu'on déjà présenté à Frédéric. Je ne sais pas si Igor est déjà aussi. Donc, après, on peut approfondir la question d'INCT, à faire un dialogue entre nous. Carmen a fait un panorama des études, de la référence principale des études de football au Brésil et au extérieur, au étranger. Et je vais présenter un petit peu l'idée de l'Institut national de sciences et technologies, des études du football brésilien. Donc, on avance ici. C'est un institut qui commence en 2022 d'un appel public de CNPq. C'est le Conseil national de développement scientifique et technologique du Brésil. C'est une fondation publique du ministère des Sciences et Technologies. Et il y a attribution de promouvoir la recherche scientifique, technologique et favoriser la formation des ressources humaines qualifiées pour la recherche dans tous les domaines de la connaissance. L'INCT, ce n'est pas un projet, il est plutôt un réseau de travail. Un réseau de travail qui favorise l'enrichissement des thèmes des domaines stratégiques pour le Brésil. Ici, il y a quelques thèmes qui sont déjà financés pour l'État. Dans ces moments-là, on a 58 nouveaux instituts et ces instituts-là joignent les 100 instituts qu'on avait, 104 instituts qu'on avait dans ces moments-là au Brésil. Il y a 160, approximativement 160 instituts au Brésil. Et les instituts de football, c'est les seuls instituts du sport. Donc, ça, c'est important. C'est très important.
Les objectifs, tout d'abord, c'est la recherche, hein. Il se caractérise par la promotion d'une recherche de haute qualité répondant aux normes internationales compétitives dans le domaine de la connaissance. Et la deuxième, c'est la formation des ressources humaines et le transfert des connaissances, des technologies, d'innovation vers la société. Donc, c'est un institut qui s'occupe d'un rapport plus fort avec la société. La quatrième objectif, des innovations vers les secteurs productifs et les secteurs publics, et aussi l'internationalisation des actions qui permettent une interaction internationale avec des groupes, des équipes de recherche in notre pays. L'Institut national de sciences et technologies de football, il y a maintenant 12 universités brésiliennes et 10 universités étrangères. Hors du pays, on a l'Université Coimbra, Amsterdam, Bruxelas, Buenos Aires, Angleterre, México, Dinamarca, Irlande du Nord, Argentine et Uruguay. C'est des chercheurs, des équipes de recherche dans le domaine de la science sociale, mais aussi de la science de la santé, de lettres et communication. Nous avons 4 axes de recherche. Tout d'abord, le football communautaire et amateur, médias, supporters et mouvements antiracistes dans le football, la production et carrière des footballeurs, football féminin, autochtone, LGBTQI+, et paralympique. Toutes ces lignes de travail, elles sont coordonnées par 12 chercheurs. Donc, on a des chercheurs brésiliens responsables pour chaque axe de travail. Il y a 2 façons pour participer à l'institut. Il y a le choix de participer comme chercheur ou comme conseiller. Les principaux objectifs de l'institut sont promouvoir et soutenir les réseaux nationaux interdisciplinaires des chercheurs intéressés par le football brésilien, mais aussi d'autres pays, faciliter la réalisation des recherches interdisciplinaires des différentes régions du pays, encourager, coordonner et diffuser la recherche traitant du football brésilien issue des écoles doctorales au Brésil, et augmenter la visibilité nationale et internationale des publications traitant du football brésilien. On a une prévision de travail de 5 ans, des activités académiques, scientifiques, activités comme colloques, séminaires, des formations et aussi des publications de 12 livres ou dossiers pendant les prochains 4 ans. Maintenant, sont des idées, des propositions d'un réseau entre Brésil, Uruguay et France, mais aussi entre des autres pays d'Europe et Amérique du Nord. Par exemple, une idée, c'est pendant les Jeux olympiques à Paris, on peut organiser un séminaire ou une journée de travail ici sur le football féminin et masculin. Et on peut organiser des publications entre chercheurs et équipes de recherche du Brésil, France, Uruguay. Réalisation des recherches aussi et des publications ensemble. Et aussi des mises en œuvre d'un projet qu'on appelle au Brésil extension et recherche, enseignement et recherche,
que je coordonne, qui s'appelle Interpériphérie du football, comme on a déjà fait au banlieue à Paris, à Perfit-sur-Seine, hein, qui sont des échanges culturels, sportifs, linguistiques entre Brésil et France. Donc, c'est des idées qu'on peut discuter aujourd'hui. Donc, j'ai fait très vite ma présentation et maintenant, on passe la présentation des autres collègues et on va faire dans la séquence parce qu'après, on peut parler sur l'institut, c'est les différentes possibilités d'organiser des travaux à venir. Donc, je passe maintenant la parole aux collègues d'Uruguay. On profite tout d'abord la technologie qu'elle marche encore. Donc, on va écouter Rodrigo Pires et Bel Ferreiro à parler depuis de Montevideo et Maldonado aussi. Ça marche? Rodrigo, il est là? Bel, elle est là? Oui, un moment. Abre tu cámara, si quieres. Sí. El micrófono está en Wow. conjunto. Yeah, thank you. Pues. Bon, je vais commencer à parler qu'aujourd'hui, le professeur Rodrigo a fait un travail de m'approcher à le projet Interpériphérie depuis l'an 2021. Et c'est la première fois que j'ai pensé en étudier le football. Et mon premier écrit de le football, c'est tout relationné à la recherche de Carmen Gial, que c'est la relation du dogma, de la religion et le football. Mais c'est un écrit, comment je peux dire, très informel. Et pour ça, je suis ici aujourd'hui pour apprendre avec vous, qui sont tous professeurs d'une longue date. Et vous avez l'expérience dans la recherche et moi non. Mais je voudrais partager le processus avec vous. Mon manière, c'est d'étudier, d'approfondir. Je fais ça en pensée de réunir les connaissances qu'il y a en Amérique latine, et ainsi en France, en Portugal. Je ne sais si les réseaux que vous pensez pour les INSTK, c'est pour élargir à l'Europe et l'Angleterre, je ne sais. Mais aujourd'hui, nous allons présenter les premiers petits projets de la structure de l'université et comme nous pouvons nous travailler ensemble, mais sans perdre l'essence de l'université de l'au-delà, qui c'est basiquement une structure avec les fonctions qui travaillent de forme intégrale, complète. Et notre éducation, c'est comme ça. C'est intégral, c'est en pensée de la société, en pensée des problèmes qu'il y a
de la préservation de connaissances, mais de l'extension de cette connaissance en relation avec les personnes qui partagent les savoir-faire du football. Et comme nous transmettons ces connaissances, c'est très important. C'est la base, la fondation d'approcher les footballeurs. Et pour ça, c'est important en première de partager la présentation. Mais Fabio, j'ai passé pour le WhatsApp la présentation. Vous pouvez partager là-bas ou je partage ici? Vous pouvez partager. Oui. Il y a ici en bas, présenter, si vous voulez. Presentar ahora. Oui. Ah, bien, bien. Ici. Partager. Bon, c'est très simple la présentation. Je vais présenter pour notre point de vue, notre point de voix, que c'est les groupes d'études culturelles, sociales sur les jours et les loisirs. Le représentant du groupe, c'est Rodrigo, et je parle en français, c'est pour ça qu'elle m'appelait pour parler à vous. Mais c'est la principale idée de ce groupe. Pour ça, je vais donner la parole à Rodrigo. Bonjour. My French pronunciation is very bad. Well done. Actually, I don't speak French. It's almost blind reading. But well, good morning, everyone. And especially apologies for my limitation with the French, and especially thank you very much to Professor Fabio and Professor Sean Ives. And well, I don't know, it's with Bell that speak French. Bien. Aujourd'hui, nous avons une structure qui permet de se relationner avec les autres universités. C'est pour l'extension et pour la recherche. La formation, c'est un peu régional ici. Mais dans ma tête, je pense en globalisation, en l'échange de connaissances avec tout le monde. Dans l'Université d'Uruguay, nous avons 4 départements. 12 sont les départements ici, de l'éducation physique, le temps libre, loisirs, qui étudie les jeux et les loisirs. C'est pour ça que nous sommes intéressés d'étudier l'objet d'études de l'interpériphérie avec le département d'éducation physique et sport, qui étudie principalement le sport. Nous étudions les jeux, les temps qui occupent le sport, le football, dans la vie de cette personne qui participe du projet interpériphérie. Les lieux, c'est régional.
nous sommes ici avec Liber Benitez, qui c'est de le département d'éducation physique en Montevideo, que c'est la capitale. Il travaille avec les organisations de football, spécifiquement. Ici, en notre ville, qui c'est Maldonado, il y a un coordinateur de l'ICEF, de l'Institut supérieur d'éducation physique, qui s'appelle Diego Alsina, qui est là-bas avec Liber dans un congrès d'éducation en Fortaleza aujourd'hui. Ils travaillent beaucoup les sports et la communauté. Et nous pensons travailler ensemble à partir d'aujourd'hui, de 2021 et après. Et pour ça, nous devons penser avec vous qui sont avancés dans les projets, dans les études, pour penser comment est que nous pouvons faire ça fonctionner en Uruguay et en dialogue avec vous. Et tout ça, on pensait de la relation qu'il y a entre les personnes qui participent, les perspectives de genre, la relation des générations, parce que nous savons bien que les générations plus vieilles ont des traditions racistes ancrées dans ces mentalités, dans ces manières de penser. Et la formation universitaire, c'est pour moi, c'est pour nous, la manière de changer, transformer l'éducation pour les futures techniques de football, pour les futures générations qui vont faire ces relations avec les footballeurs. Parce que si je suis enfant et je voudrais partager les sports avec mes amis, les filles, ou dans les cours de Maldonado, nous sommes aujourd'hui le football de Charrua. Il y a un lit masculin et c'est un projet d'éducation, de formation intégrale qui aujourd'hui pense les pratiques d'enseignants pour les femmes. Et ils ont travaillé de 7 ans, je pense que c'est Diego ici. Mais c'est 2023. Et l'hiver travaille avec les filles, les enfants en général, avec Canelones. Nous sommes dans ce territoire. Ma chérie, Oui. il faut conclure, s'il vous plaît. Parce qu'on a le temps ici de la salle. Une minute aussi. One minute, Fabian. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons la présentation finale qui c'est comment des groupes qui font ces études de sport avec Liber en coordination et les groupes de jeux et loisirs travaillent. Et tous les autres groupes d'études, il y a beaucoup et nous voulons partager ces projets avec notre collègue pour faire un appel à l'intérêt. Quels sont intéressés par étudier cette critique du football, ce développement de projets dans la communauté, et faire ça avec les 3 fonctions substantielles de l'université, qui sont la formation, la production de connaissances et le dialogue avec nous et avec vous. Entre nous et vous. Et c'est ça.
Nous sommes un petit projet embryonnaire, c'est un étage embryonnaire, c'est un pré-projet, comme j'avais parlé à la commence, mais c'est ça. Nous sommes ici en représentant de l'Université de l'Au-delà, avec volonté de partager, de voyager, de jouer le football. Moi ici. Merci beaucoup, merci beaucoup, Belle. Je vous remercie bien, toute l'équipe de Au-delà. On va mélanger un peu la présentation. Peut-être qu'on peut essayer d'écouter Igor. On laisse Frédéric au final. On peut faire comme ça. Et on va faire Igor. Et demande si tu peux venir ici, qui parle avec mon ordinateur. Non, c'est juste une présentation sur Nanterre. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Si tu peux faire une présentation, mais c'est pas obligé. Pas d'idée spéciale. J'étais venu juste pour écouter, pour voir comment on pouvait coopérer. Alors, peut-être qu'on enchaîne. D'accord. Peut-être Frédéric, si tu veux, tu peux venir ici. On va écouter maintenant Frédéric Razera de l'Université de Lyon. C'est juste une présentation pour se connaître. Petit. Je sais juste pas combien de temps je fais. Prends ton temps. 10 minutes au maximum. Ça marche, hein? Fabio. Sinon, je parle là. On va voir ici. C'est bon là, vous m'entendez? Pas encore. Oui. Ah oui, elle écoute ici. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, comme Igor, je me présente, je m'appelle Frédéric Razera, je suis enseignant-chercheur à l'université de Lyon 2. Donc, il y a 3 universités à Lyon, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. C'est Lyon 2. C'est une université de sciences humaines et sociales. Et je suis dans un département d'anthropologie, sociologie, sciences politiques. Et donc, moi, je suis enseignant-chercheur en sociologie. J'ai rien prévu comme présentation très spécifique en lien avec des projets de recherche collectifs. Je me suis dit que ça peut-être dans un second temps, on pourrait voir comment envisager les choses, mais c'est plutôt une présentation générale de mes travaux sur le football. Alors, pour faire vite, moi, je me suis attaché depuis plusieurs années, depuis ma thèse de sociologie, on pourrait dire, à essayer de penser les footballeurs comme des travailleurs, donc en rentrant dans une sociologie du travail et de l'emploi, de manière générale, et en faisant une sociologie du travail et de l'emploi qui est attentive pour résumer, aux trajectoires sociales des footballeurs, à leur socialisation familiale, à leur socialisation scolaire, à leurs aspirations, et à leur recomposition au cours du temps. J'y reviendrai. Dans le cadre de ma thèse, notamment, je me suis intéressé sous les différents axes de recherche, on pourrait dire, pour appréhender les footballeurs sous l'angle du travail. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les conditions sociales qui peuvent mener des footballeurs à s'engager dans ce métier. Voilà, et donc avec des éléments relatifs à comment penser les orientations sportives en lien avec les orientations scolaires, selon les origines sociales, familiales, etc. Je me suis ensuite attaché à essayer de comprendre comment fonctionnait le marché du travail du football et comment les footballeurs évoluaient sur ce marché du travail selon leurs ressources. Et puis, j'ai aussi un dernier axe, fait une sociologie du travail, j'ai envie de dire le travail en tant que tel, concret, en considérant que les footballeurs ne sont pas simplement des petits entrepreneurs d'eux-mêmes sur un marché du travail, avec des carrières très individualisées, mais ce sont aussi des salariés qui sont qui sont embauchés dans des clubs professionnels, et essayer de comprendre quelles étaient les contraintes liées à cette condition salariale, les contraintes qui pesaient sur eux, et comment ils s'y ajustaient au quotidien, individuellement et collectivement,
Et toujours, voilà, en essayant de rapporter, d'essayer de comprendre les actions à chaque fois, moi, de mes enquêtés, en allant au-delà du travail en tant que tel. Donc, toujours faire une sociologie, bon, de la socialisation, mais aussi des contextes d'appartenance en dehors du travail. Alors, par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux rapports sociaux de sexe dans les couples, pour comprendre les effets du travail footballistique sur ces rapports sociaux de sexe, mais aussi en retour dans quelle mesure les configurations de couple pouvaient influer sur les carrières professionnelles et le travail des footballeurs en général. Et pour faire tout ça, j'ai fait une enquête ethnographique dans un club de football professionnel il y a donc un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, hein. Un club professionnel de 2e division en France, donc après qui est passé en 1re division et puis qui est redescendu, mais bon, c'est assez anecdotique. Pas un effet de l'enquête. Et donc, dans la durée, je suis resté 2 ans, à peu près 2 ans en observation, quasiment au quotidien, bon, avec des variations, hein, selon mes autres engagements, notamment universitaires pendant ma thèse. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens, alors informels, mais aussi beaucoup formels, avec les joueurs, leurs compagnes, parfois des parents, voilà, dans la durée. Donc ça a été tout ça, je prends un petit peu le temps de vous raconter ça parce que c'est un peu une base de ce que je continue de faire par la suite. Et à partir de là, continuant de travailler sur le football, j'ai souhaité, c'est aussi un effet de l'enquête ethnographique où j'ai noué des relations d'amitié avec certains joueurs. Et puis aussi, c'était des questions qui m'intéressaient tout particulièrement sur des réflexions plutôt sur la mobilité sociale. Pour le dire vite, c'était quelque chose que j'interrogeais pas spécialement à ce moment-là, mais j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après, hein, pour le dire vite, après leur métier, et de poser la question, est-ce que le football est une voie d'ascension sociale, notamment pour les enfants des classes populaires, essayer de réfléchir à cette question-là. Et j'ai essayé, c'est un effet de présentation, mais en tout cas en France, le football est majoritairement populaire dans son recrutement, le football professionnel, mais pas exclusivement, hein, loin de là même. Donc c'est un effet de présentation, mais voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressaient. Et donc depuis 2000, enfin, j'ai repris, en fait, j'ai voulu continuer l'enquête. Alors je rentre pas dans tous les détails parce que ça pose, bon, bref, c'est pas simple. Avec la même cohorte de footballeurs que j'ai connus pendant ma thèse, pour profiter aussi des relations que j'avais avec eux et refaire des entretiens au cours du temps. Donc là, ça fait à peu près 10-15 ans, pour comprendre un petit peu la mobilité sociale en train de se faire, pas simplement regarder leur reconversion après, mais repartir. C'était des choses que j'allais aborder pendant ma thèse sur le rapport à l'avenir, le rapport à l'argent aussi, pour comprendre comment ils pensaient tout ça. Donc, et voir comment ça se recompose au cours du temps. Donc je m'intéresse, voilà, à suivre leur trajectoire dans la durée, à essayer de comprendre évidemment les orientations professionnelles, les manières de les appréhender, mais aussi les effets, les incidences biographiques de ces parcours de sortie du métier, sur les styles de vie, sur les rapports sociaux de sexe aussi dans les couples. Voilà, pour beaucoup de footballeurs pendant le métier ont connu des configurations familiales très asymétriques où les compagnes sont au service de leurs conjoints, les suivent dans leur carrière, etc. Et essayer de comprendre comment ça évolue lorsqu'on sort de ce métier-là, comment les choses se recomposent. Donc, c'est parmi les choses qui m'intéressent, il y a celle-ci sur les styles de vie, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi toute la question économique, les niveaux de vie, et c'est aussi une réflexion. Enfin voilà, je suis en train d'écrire actuellement, donc c'est un peu brouillon dans ma tête, là, plusieurs idées en même temps, mais c'est aussi essayer de réfléchir à la fois au rapport entre dans les positions sociales, entre les professions et le patrimoine aussi, qui est très important dans le cas des footballeurs. Enfin, c'est important en général pour penser les positions sociales, mais chez les footballeurs en particulier, c'est quand même très structurant. Donc essayer de réfléchir à ces différentes choses. Et donc là,
actuellement, j'ai prévu d'écrire, de mettre un petit peu tout ça à plat. Donc là, j'ai commencé il y a 2 semaines pour faire un petit peu le point sur tout ça. Voilà. Voilà à peu près rapidement sur quoi je travaille. Donc, je serais très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces différentes thématiques. Voilà. Après, je m'intéresse aussi au football en général, sur le football dans l'éducation physique, le football amateur. À l'université de Lyon, c'est pas une université à Lyon 2 qui est c'est pas centré sur le sport en tant que tel, donc il n'y a pas tant. Non, c'est Lyon 1 le stade. Ouais, c'est ça. Donc moi, C'est très biomécanique. Lyon 1, il y a de la socio aussi. Ah, moins, il y a plus, enfin, un petit peu, mais bon, comme beaucoup. Ouais. Ouais, non, mais en fait, il n'y a pas il y a pas mal de management, tout ça, mais en tout cas, moi, il n'y a pas beaucoup de travaux sur le sport et j'essaye de mettre des étudiants de sciences politiques, notamment de sociologie aussi, sur des thématiques sportives. Alors, ça marche un peu, mais c'est pas encore, c'est pas si facile que ça, quoi. C'est des sujets peu légitimes, disons, pour quand même encore beaucoup d'étudiants, et le foot en particulier. Sauf j'ai l'impression des travaux sur les supporters. Les étudiants veulent beaucoup travailler sur les supporters, mais en dehors de ça, c'est moins facile, quoi. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie bien, mon collègue. Je n'étais entendre pas Fabio. Pardon, c'est une blague qui l'équipe de Lyon, une très bonne équipe, c'est vrai. Juninho Paulista, Caçapa, Alex, Chris. C'est plus compliqué. Ouais. Bien, on va appeler notre ami, notre collègue du Paraná, Brésil, Rogério Goulart. Il va parler anglais. Il a un projet de football à Universidade Federal do Paraná. On va faire la même chose. Comme ça, c'est bien. Est-ce que vous écoutez? Tu peux... Tá bom. E aí não vai dar retorno mais. Não vai dar. Bom, desligo aqui e vamos direto. Então tá bem. Bonjour tout le monde. Je m'excuse de ne pas parler français et je demande la permission de diffusion en anglais. Okay? Thank you everyone for this opportunity. Firstly, I would like to thank everybody for the opportunity to be here at this historic institution. I have great satisfaction and joy that I come here to present the Jogando Juntos, or in other words, playing together, project. The project Jogando Juntos project, which to a certain extent is incipient compared to so many other projects focused on similar themes. This project is being linked to the interperipheries of the Federal University of Santa Catarina and the Federal University of Pelotas, because my intention is to create an institutional link in order to expand the reach of the academic proposals and projects of the Federal University of Paraná. The idea is to collaborate through our local experience with the actions and the studies of institutions and the possible exchange with institutions from other places in Brazil and other countries. Okay. Is this sense among my activities at UFPR, Universidade Federal do Paraná. I am interested in the emotions that can be analyzed in the world of football, whether in the world of football, including the gender,
relationship, namely family participation in the various areas of football, whether in the technical, journalistic, sporting, and other aspects. People who were fans or players of football. No? However, in the specific case of the Playing Together project, I focus on the educational and the cultural reality of the poor periphery and the people from outside the city of Curitiba, Brazil. Objectivity, the Jogando Juntos project is developed at Futebol da Rua, Street Soccer Institute, and is part of the intention of an interdisciplinary relationship in the areas of health and education. The purpose is to offer external training to academics based on the reality of children and teens in the peripheral community of Curitiba City, in Brazil. From a perspective of teaching fair play, collaborative sports, and the sporting body culture repertoire of young people, artistic, culturally, didactic sports works are developed at the Institute. No? On this path, the didactic activities of athletics, football and handball, sociology and physical education at UFPR have a pedagogical connection based on the extension activities. In other words, the pedagogical project that is linked to teaching, research, and extension activities. The specific objectives of our project at the Street Football Institution is reflect of the meanings of the roles and the values necessary for coexistence, stimulate the capacity for self-organization to decide to commit to the roles, encourage the participation of girls and boys in organizing the activities, provide space for reflection on topics such as body, sexuality, violence, drugs, marginality, family life, cooperation, social participation, and the binomial inclusion, exclusion, etc. Anyway, this is a brief account of what the Playing Together project is. Thank you very much for your attention. Okay. Merci Rogério. Donc, notre camarade, il a un t-shirt de Colorado. Nous sommes grémistes. Tu connais Grêmio? Si, si. Ah, d'accord. Tout d'abord, explique la t-shirt. Eu sou presente. Prefiro o Flamengo. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci beaucoup de l'effort d'être venu ici et de parler en français ou en anglais. Très rapidement, donc moi, je viens de l'université de Paris-Nanterre et j'excuse un de mes collègues, Julien Sorez, qui devrait être parmi nous mais n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc Julien a fait sa thèse sur le football et la construction d'un espace de football dans la région parisienne entre les années 30 et, si je ne me trompe pas, enfin pendant l'entre-deux-guerres. Voilà, donc plutôt à une approche historique du phénomène. Et moi, je viens de la science politique et je travaille davantage sur les relations entre pas le football, mais le sport en général et la politique. Comme disait Frédéric, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est les supporters plus que les joueurs. À un moment, j'avais travaillé avec des associations de lutte contre le racisme pour essayer de comprendre. Elles voulaient comprendre un petit peu la difficulté qu'il y avait à lutter vraiment contre le racisme dans le football. Et malheureusement, on voit que c'est un sujet encore très actuel. Et puis, actuellement, avec un collègue qui vient de terminer son doctorat, on réalise une étude sur les supporters d'un club de la banlieue parisienne qui est historiquement, enfin qui se veut populaire, qui s'appelle le Red Star et qui est investi par beaucoup de militants politiques. Et on s'interroge sur, alors il y a deux axes qui nous intéressent, c'est la manière dont on observe une gentrification des tribunes, c'est-à-dire que les vieux supporters populaires sont petit à petit chassés par des supporters plus jeunes qui sont effectivement assez politisés, très militants contre le racisme, contre le sexisme, etc., antifascistes, mais qui
paradoxalement, sont aussi de milieux plus favorisés que les autres. Donc, on essaie de comprendre un peu ces trajectoires de supporters. Et puis, un rapport assez ambigu qu'ils ont avec le jeu, c'est-à-dire qu'ils prétendent que le spectacle footballistique n'était qu'un prétexte. Et en même temps, quand l'équipe perd, ils sont extrêmement fâchés. Donc voilà un peu les deux axes qui peuvent m'intéresser. Et puis, j'ai aussi la particularité d'avoir pas mal de liens avec le Brésil et de parler portugais. Donc c'est aussi un lien que je peux faire dans l'équipe. Voilà. Mais en tout cas, nous, on est très intéressés par ces coopérations et puis on attend de voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Merci, Igor. Donc, on a encore 30 minutes, près de 30 minutes pour faire un petit dialogue. Peut-être que si vous voulez faire quelques questions, il faut mettre ici pour faire dans ces micros, qu'il est plus propre. Et c'est dommage que les camarades, les collègues d'Artois, ils n'arrivent pas, spécialement Monsieur Olivier Chauveau, qui est historien un projet très intéressant sur l'histoire de l'arbitrage et des collègues qui font aussi les recherches sur le football féminin, entre autres. Donc, après, on va parler avec l'équipe pour voir comment ça se passe. On a tous les enregistrements de ces moments spéciaux qu'on a organisés ici à Paris 8. Et on peut récupérer les dialogues. Donc, on commence pour réfléchir un petit peu sur les possibilités de l'Institut. Et je demande si les camarades d'ici, de l'Université de Nanterre et Lyon, ont quelques questions à poser qui Madame Camille Real et moi pour répondre. Ouais, acho que pode. Je peux commencer avec un petit commentaire à Igor, si c'est possible, Fabio. Oui, bien sûr, Camille. Je veux dire qu'il faut porter avec beaucoup de pride, orgueil, cette chemise internationale, car c'est un club fondé par des anarchistes et qui a des supporters antifascistes, tout au contraire des Flamengo. Hein? Je pense que si tu travailles avec Red Star, porter la chemise d'International, tu vas très bien, Igor. Mais par ailleurs, je suis très contente d'entendre tous les présentations parce que je pense qu'il y a beaucoup de points en commun entre les travaux qu'on mène dans l'Institut et ceux qui sont faits au Uruguay, au Paraná et en France. Non? Des rapports qui sont proches dans le contenu, dans le choix des thématiques, mais aussi dans la méthodologie. Non? Je suis contente de voir qu'il y a comme Frédéric a présenté, des recherches ethnographiques. Non? On a c'est un institut interdisciplinaire, mais on a pas mal d'anthropologues qui ont fait des recherches ethnographiques sur les styles de vie aussi, sur les rapports entre les couples, les footballeurs et ces femmes. Et une chose curieuse qu'on a trouvée, c'est que les femmes des joueurs au Brésil ont une scolarité plus poussée que les hommes. Elles ont fini l'école secondaire, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour les footballeurs. Alors, il y a une différence de capital scolaire, on pourrait dire bourdieunement, entre les joueurs et les femmes. Alors, cette différence, elle a un poids dans le couple aussi. Mais enfin, je vois beaucoup de points communs et je voudrais
entendre plus ceux qui ont des collègues. L'éducation aussi était très présente dans les présentations de Belle et Jean-Yves. Et la question de la carrière, non, comment elle se développe, et qui est une des lignes de recherche. Alors, je pense qu'il y a un avenir, ce dialogue. C'est ça. C'est parfait. C'est un plaisir. Donc, si vous voulez poser des questions, Rogério, Frédéric. Et en même temps, dans la temporalité, est-ce que vous avez en tête prévu plutôt des temps déjà d'échange où on peut prendre le temps de présenter nos travaux un peu plus longuement, évoquer les possibles publications, les possibles séminaires, voilà, des temps de collaboration pour découvrir les travaux des uns des autres un petit peu plus en détail, ou tout de suite des recherches collectives. Moi, c'est la dimension, j'ai parfois du mal à voir ce qui est de l'ordre de la collaboration. Concrètement, est-ce que c'est des recherches ou est-ce que ce serait plutôt de l'échange de travaux déjà faits? Voilà, comment vous voyez ça? Est-ce que les deux sont faisables? Est-ce qu'il y a une temporalité ou tout se fait en même temps? Je ne sais pas si je suis très clair. Est-ce que c'est possible attendre, écouter la question? Non. Mais c'est plutôt une interrogation formelle sur. Oui, désolé. Moi, j'avais une question, mais qui est plus pour mieux comprendre un petit peu l'organisation générale de l'Institut et comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez d'abord des temps d'échange pour mieux connaître, comme on a commencé un petit peu à le faire ici, mieux connaître les travaux des uns des autres, qui peuvent donner lieu à des publications, des journées d'études comme celle-ci, ou des recherches collectives ou sur différents terrains. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut nécessairement des terrains brésiliens ou pas? Enfin voilà, c'est cette question qui voilà, je m'interrogeais sur ce point. Bon, le Brésil, c'est une culture de la oralité, Frédéric. C'est un peu différent de la France. On a très peu de journaux, des livres. Les gens lisent, mais c'est pas comme en France. Et alors, les choses commencent par la oralité au Brésil. Et je pense qu'on pourrait les faire cette trajectoire-là en organisant des round tables, des panels, des workshops, dans des congrès, et aussi, pas exactement dans des congrès, mais promovu par l'Institut, non? Et après ça, quand on se connaît un peu meilleur, on peut penser à des projets, il y a des publications. Les consulats de São Paulo, par exemple, les consulats français à São Paulo, ils ont contacté l'Institut et ont demandé qu'on pense à quelque chose pour les Jeux olympiques en France. Ils ont intérêt à soutenir une organisation, quelque chose pendant les Jeux olympiques. Alors, on peut penser à une activité l'année prochaine en France et après une activité au Brésil aussi. Si ça sera dans un de notre congrès, on a un congrès de l'Association d'anthropologie brésilienne qui aura lieu à Belo Horizonte en juillet,
juin, juillet, il faut regarder la date précise. Au Brésil, on pourrait faire quelque chose là-bas. Ou alors, on a l'Unpox, c'est un grand congrès aussi plus interdisciplinaire, qui a normalement lié à São Paulo, en octobre. Et alors, je pense que ce sont des possibilités qui s'ouvrent pour nous. Moi, je vais aller les prochains mois en Inde pour un congrès de la IUIS, qui c'est une organisation globale de l'anthropologie. Aussi, ils ont des congrès tous les ans dans différents pays. On pourrait faire une activité dans ces congrès-là. C'est International Union of Anthropological and Ethnological Science. Et bien sûr qu'il y a d'autres congrès. Moi, je connais plutôt dans le domaine de l'anthropologie, d'ethnologie, non? Mais Fabio, c'est un autre domaine qu'on pourrait penser à organiser et y avoir des invités pour participer à des activités, non, mais si vous avez d'autres idées, non, de commencer des projets intégrés, on peut aussi penser, on est ouvert à d'autres possibilités. Non? C'est pas restrictif. Je vais montrer un peu les sites de l'Institut qui ont, c'est pas exactement fini, mais je pense qu'ils donnent une idée de ce qu'on est en train de faire. Non. Comment faire pour faire ça? C'est compliqué ça. Il est déjà en ligne, Carmen? Il est déjà prêt? Il est en ligne. Tu peux ouvrir, c'est plus facile si tu l'ouvres. J'ai mis les liens au chat. Est-ce que tu vas le partager, Fabio? Oui, on déjà commencé à projeter ici quelques activités à faire à Portugal. Avec Francisco Pinheiro. Des publications, pour mettre toutes les publications ici. C'est ça. Il est portugais et anglais. Carmen, il y a d'autres langues ou pas? Pas encore. Non, pour l'instant, c'est juste qu'en portugais, il va avoir un lien en anglais et espagnol, bien sûr. Mais français, je ne pense pas. Et ces publications-là, on peut faire bilingue aussi. Ah oui, oui. Et Oui. En français et en portugais. Si par exemple, il y a une publication française. En principe, dans les projets de l'Institut, on a prévu un livre chaque année pour une des lignes de recherche. Alors, ça, c'est déjà prévu et on peut penser à d'autres publications. Mais au moins un livre chaque année dans une des 4 lignes de recherche. J'ai parlé avec Francisco Pinheiro, l'historien à Portugal. Il a fait la suggestion de faire des publications thématiques entre les deux pays. Par exemple, l'origine du football à Portugal, l'origine du football au Brésil. Des publications avec des questions aux thématiques spécifiques. Oui, il est historien. C'est bien, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas, il faut penser à questions
plus contemporaine aussi, non? Parce que l'histoire, c'est bien, mais on connaît un peu l'histoire du football de ce pays. Là, l'idée qui ont apparu ici, je pense que c'est intéressant de faire quelque chose sur la carrière des footballeurs, différentes possibilités. Moi-même, j'ai travaillé avec des footballeurs qui sont célébrités, non? Qui jouent en Europe. J'ai des études ethnographiques sur ces footballeurs-là, mais aussi sur des footballeurs qui jouent dans des pays beaucoup moins connus comme à Marrakech, en Chine, et qui ont une carrière au Uruguay, et qui ont des carrières beaucoup différentes, évidemment, mais par contre, leur style de vie et ce qu'ils font au quotidien n'est pas si différent que ça. Hein. On imagine parfois qu'il y a une différence énorme, mais non, ils s'entraînent, ils vont jouer les PlayStation chez eux, ils vont dans des restaurants qui servent des nourritures brésiliennes. Bon, je travaille avec les Brésiliens, non? Et ils restent beaucoup de temps chez eux. Évidemment qu'il y a des carrières et des carrières. J'imagine que si on pense aux joueurs brésiliens qui jouent au Uruguay, ils sont là parce que c'est le seul moyen de survivre comme joueur de football. Parce que les championnats de 3e division au Brésil, ça dure 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont jouer dans un autre pays, dans une autre ligue. Et après, ils retournent au Brésil sans emploi, sans rien, parce que la loi Bosman, désolé, hein, c'est pas si bien que ça. Elle a donné la liberté, mais ça veut dire aussi être libre de ne pas avoir un support médical, de ne pas avoir rien après la fin du contrat. Alors, mettre un rapport, ces différentes trajectoires dans la carrière des footballeurs au Brésil, en France, des célébrités, des joueurs infâmes, non fameuses, ça sera, je pense, très bien pour un livre aussi. Monsieur Jean-Yves, il y a une question aussi. J'ai montré ici un petit bouquin, peut-être je vais montrer, qu'on a fait en 2017. C'est trilingue, c'est français, allemand, et brésilien et portugais. Et c'est à propos du projet Interpréférence du football qui ont mené en français et allemand en même temps. Et des échanges culturels, artistiques et avec le football, les vétérans 2017. Donc, je vais laisser ces petits matériels pour notre collègue ici. Après, on va parler sur les projets dans la continuité de notre rapport des échanges ici. Donc, je passe à Geneviève. Oui, très rapidement, 2 remarques de quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste de football, mais un amateur. D'abord, moi, ce que j'ai entendu, ça confirme quand même que c'est un angle d'attaque très privilégié pour étudier des tas de choses en termes de rapports sociaux, alors, de classe, de genre, etc., y compris par sa... C'est un privilégié de par certaines de ses spécificités, de ses contradictions, de ses paradoxes. On voit bien entre recrutement populaire différent, plus ou moins différencié entre football masculin ou féminin, carrière prestigieuse pour certains et pas pour d'autres. Enfin, donc toutes ces choses-là me semblent des angles d'attaque extrêmement stimulants pour travailler sur le football, mais en travaillant sur le football pour travailler bien au-delà du football. C'est la première remarque que je voulais faire. Donc voilà, je pense que ce réseau a un bel avenir
à condition peut-être, et là je vais prendre une casquette un peu de, vous m'en excuserez, peut-être d'ancien, voilà. Il se trouve que j'anime moi un réseau de laboratoires de recherche sur la question des inégalités scolaires depuis plus de 20 ans. Et je trouve qu'une des conditions de longévité de ce réseau, donc on n'imaginait pas quand on a créé ce réseau qui durerait plus de 20 ans, et il dure encore, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Je pense par exemple qu'il ne faut pas se précipiter à vouloir faire des recherches communes. Parce que si on se précipite à faire des recherches communes sans avoir vérifié qu'on avait les ressources et les convergences, un socle minimal de convergence pour pouvoir les mener, des fois ça tourne un peu court. Voilà. Et de la même manière, je pense qu'il ne faut pas se privilégier la visibilité sur le travail. On sait que dans la conjoncture aujourd'hui de recherche qui est la nôtre dans nos pays, la visibilité de ce qu'on fait est très importante pour l'évaluation de nos labos, de nos activités, pour le pire et pour le meilleur, et plus souvent pour le pire pour le meilleur. Voilà. Mais nous, on a privilégié dans le fonctionnement de notre réseau Reseda, à la différence des 5 autres réseaux qui ont été créés en même temps, de pas trop être visible tout de suite et privilégier le travail entre nous. Et il se trouve qu'on est le seul des 6 réseaux créés à ce moment-là qui subsiste. Donc je trouve que ce pari n'est peut-être pas idiot. Voilà. Donc pour ça, moi je pense que il est sans doute à très court terme préférable de privilégier les moments d'échange plus longs que celui d'aujourd'hui, évidemment, parce que une prise de contact sous forme de journée d'études où on puisse explorer l'ensemble des travaux des uns et des autres, explorer les convergences, les divergences, discuter les contradictions possibles de résultats, de contexte, d'épistémologie, de méthodologie, tout ça, de manière à pouvoir après construire en commun des choses, mais sans vouloir mettre un petit peu, en français on dit la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire sans vouloir aller trop vite, parce que sinon on s'expose, me semble-t-il, à des déconvenus où une fois qu'on a rendu visible ce que les uns et les autres faisaient, si on n'a pas avancé, si le travail commun ne permet pas à chacun d'avancer au-delà de ce qu'il faisait vers les autres, bah, au bout d'un moment, on a fini et puis on s'arrête, alors que, il me semble, que ce réseau a vocation peut-être à durer, peut-être pas 20 ans, j'en sais rien, pourquoi pas, mais au moins plus que 3 ou 4 ans, s'il veut être fécond, d'autant que la dimension internationale est encore plus importante, et donc la question des contextes culturels, professionnels, voilà, la durée des championnats, manifestement, n'est pas la même d'un pays à l'autre. Voilà. Donc c'est simplement peut-être un conseil d'expérience. Alors peut-être l'expérience ça sert à rien, mais je pourrais quand même de vous le donner. Il sert beaucoup. Et une autre question que Jean-Yves a posée par avant, il m'a demandé par rapport les modèles de liaison, des rapports qu'on peut faire, par exemple, entre chercheurs, entre équipes de recherche, ou même entre les institutions. Par exemple, ici, à Paris 8, on a une convention entre o P8, o P8 et l'Université fédérale de Santa Catarina. Donc, comment on peut faire ces rapports-là avec Lyon et avec Nanterre aussi. Donc, n'impede pas de participer. Les chercheurs ils peuvent participer au institut, indépendant de l'institution, mais s'il y a la convention, ça marche. Oui, mais je pense qu'au moins avec Nanterre, on a une convention entre l'Université fédérale de Santa Catarina et Nanterre. Nanterre, oui. Il y a un rapport poussé entre Nanterre et la UFSC. Pour les départements d'anthropologie, on a eu des visiteurs. Moi-même, j'ai logé chez moi quelqu'un de Nanterre qui étudiait les Indiens en Amérique latine. Et dans les domaines de l'anthropologie visuelle, non? Vous avez un groupe qui est de Claudine de France. Moi, j'ai étudié avec ce groupe-là, Comoli, Annie Comoli, Claudine de France, elles ont des publications au Brésil. Et
ces rapports-là, oui, il existe déjà. Je pense qu'il y a des accords entre les universités. Ça, je serais étonnée s'il n'y a pas un accord, mais on peut vérifier, Fabio, oui. C'est important d'avoir ces accords. Mais pour ce que Yves vient de dire, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut maintenir peut-être commencer avec des journées un peu plus fermées comme celle-ci, où on peut échanger des idées, à présenter nos travaux et discuter. C'est une dynamique très propre des laboratoires en France que je trouve que c'est très bien. On pourrait, oui, faire ça et après aller organiser aussi dans des congrès. Je veux intégrer des autres chercheurs de l'Institut des chercheurs brésiliens, portugais, etc., dans ces journées. Il y a aussi les problèmes de la langue. Il y a ceux comme Belle et moi qui massacrent le français, mais il y a d'autres qui vont parler en anglais. Évidemment, l'anglais, c'est plus facile pour eux, non? Le portugais, c'est une langue, un code. C'est pas une langue, c'est plutôt un code. Personne ne parle, mais c'est Langue. pour l'anglais, je pense que ça ira pour d'autres chercheurs brésiliens qui sont des coordonnateurs des groupes de pesquise, des recherches, qui sont des coordonnateurs des lignes, hein, Wagner Almeida, Caroline Almeida, Mariane Pisani, Urigo, à Belo Horizonte, Silvio. Alors, ce sont des gens qui ont des laboratoires qui pourraient apporter des idées. Non? Mais c'est ça, je pense qu'on pourrait commencer avec une autre journée, mais alors une journée où on organise pour présenter des papers, non, ce sera bien. Une ou deux journées d'études qui peut-être pas réussir à les organiser, mais peut-être même avant, tout de suite, il y a plusieurs références biographiques qui ont été échangées que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, mais constituer déjà dans le mois qui vient un socle bibliographique commun minimal, ce serait déjà pas mal, parce que Carmen, par exemple, a évoqué, moi je ne suis pas du tout spécialiste de football, donc c'est pas surprenant que je ne connaisse pas les articles que vous avez évoqués, mais je ne suis pas sûr d'être le seul à ne pas les connaître. Donc, et inversement, donc je pense que ça mériterait de constituer cette biographie minimale commune, et puis après de faire une journée d'études, peut-être profiter des Jeux Olympiques, pourquoi pas, si c'est faisable, parce que c'est pas nombreux à Paris pendant cette période-là, quoi. Mais qui puissent vraiment là présenter des travaux, les discuter, prendre de temps pendant 2 jours, mixte, présentiel, distanciel. C'est déjà une première étape. Et pour l'autre point que tu as évoqué, Geneviève, oui, c'est vrai qu'on étudie les footballs, mais c'est comme une sorte de porte d'entrée pour d'autres sujets plus généraux, non? Moi-même, j'ai commencé à étudier l'immigration parce que le Brésil est devenu un pays d'émigrés, pas d'immigrés, non, les années 90. Et après, je me suis intéressée à la question du football et religion parce que les scénarios religieux du Brésil a beaucoup changé avec l'ascension des néo-pentecostistes, non? Et c'est ça aussi pour les rapports des sexes. Moi, je préfère parler des genres, mais je connais les catégories françaises. Ils ont beaucoup résisté au genre. Mais
Aussi, c'est une chose qui touche toute la société, comme les racismes. Il existe, Frédéric, des travaux en France sur footballeurs et religion? Ce que j'allais dire tout à l'heure, je crois que le football est un bon terrain pour étudier sociologiquement la religion. Alors moi, sur la question de socialisation, la socialisation religieuse, c'est étudié largement, beaucoup de choses. Et tout à l'heure, effectivement, je suis arrivé on arrive un petit peu à la bourre entendre les règles sur la religion. Je me suis dit que ça ouvrait des portes intéressantes. Il y a assez peu de choses. En tout cas, ce serait vraiment intéressant parce qu'en plus, ça fait quand même des questions d'actualité aussi. Ça peut remettre en cause pas mal de stéréotypes. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent sur là, dans des clubs populaires qui sont très marqués par l'islam est très présent. Ouais. Et on a fait tout à l'heure dans le métro avec Igor. Et ce que vient d'avoir l'enquête, ça fait éclater évidemment les. Je ne sais pas si vous attend. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Non, pas du tout. Non, c'est pas possible. Ce que Frédéric disait, c'est qu'il y avait peu de travaux en France sur les questions de relations entre football et religion. Il y a beaucoup peut-être de discours, de fantasmes, de représentations, mais que c'est une piste tout à fait intéressante à creuser, qu'il a un petit peu accroché par les travaux sur la socialisation, mais qui reste beaucoup à travailler. Oui. Ouais, je connais. Attendez, Frédéric est en train de parler, Cynthia. Carmen, pardon. Sérénité dans le jeu, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très. Voilà, la pensée magique aussi, pour aller au-delà de la religion, mais comment ça participe de la préparation de la performance, tout ça. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment abordé, alors que c'est quand même quelque chose qui est là, quoi. Oui. Donc Frédéric dit voilà sur les pratiques religieuses, le rapport au corps, le rapport aux croyances ou à la mythologie, enfin je sais pas, des choses comme ça, tout ça mérite d'être regardé, y compris, enfin, il suffit de regarder un match international de l'équipe de France et on voit que les signes religieux, dès qu'il y a une entrée sur le terrain ou une sortie, sont quasi omniprésents, quoi. Mais, alors d'obédience différente d'ailleurs, mais c'est frappant, quoi. Et ça donne lieu à des discours parfois extrêmement schématiques ou déploratifs, je ne sais quoi. Mais... Excuse-moi Carmen, je t'ai coupé. Non, c'est ça. Moi-même, j'ai connecté un article de Marc Auger, publié dans Le Monde diplomatique, où il travaille l'idée du football en tant qu'un rituel religieux. Avec, je ne suis pas tellement d'accord avec cet article d'ailleurs, mais c'est l'unique chose, mais plus directement. Mais il y a dans d'autres références, non, dans d'autres pays. Mais oui, c'est ça. Non, moi, je me suis beaucoup intéressée aux tatouages religieux des joueurs brésiliens. Non? Parce que, évidemment, il y a tous ces rituels, en France aussi, de toucher les terrains, etc. Mais les Français, non. La France n'est pas un pays tellement... C'est plutôt laïque, non? Même au football, c'est plus laïque que le Brésil. Nous, on a passé des rituels afro-brésiliens pour les propagandes néo-pentecostistes. On a beaucoup de joueurs qui, à la fin de sa carrière, sont devenus pasteurs dans des églises. Ça, c'est une chose. D'accord. On est en train de terminer notre journée, donc on va... Je pense que Belle veut parler, Fabio. Oui, Belle, s'il vous plaît, si vous voulez.
Et on est en train de finir notre travail aujourd'hui. Et Belle, peut-être Igor et Rogério pour finir les derniers mots. Oui, bon, je ne connais la France en première personne, mais ici dans l'Uruguay, les structures c'est laïque aussi, mais je pense qu'il reste beaucoup de les traditions religieuses dans le football encore. C'est une question que je me posée l'an dernier, de pourquoi il y a encore ces traditions. C'est une tradition, c'est une manière de s'identifier avec les collègues, c'est une manière de créer les groupes, d'enrichir l'équipe, le travail dans l'équipe. Mais ce n'est pas les choses que je voudrais dire, c'est un nom de Rodrigo et de Liber, ils sont déjà partis, mais ils se proposent de travailler ou de se disposer à travailler ensemble à le futur, le devenir de ces jonctions avec l'interpériphérie comme un projet qui peut nous rejoindre. Et c'est ça. Nous sommes à dispo. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. C'est mon première fois à parler en français avec les Françaises qui ne sont les professeurs de français. Qui c'est de São Paulo, c'est du Sénac. Je remercie elle pour tous les enseignants. Et c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Belle. C'est sympa tout ça. On va finir. Donc, Frédéric et Igor, on continue à parler après au café. Et Rogério, ça marche bien. Geneviève, plusieurs fois, merci beaucoup pour tout. La logistique d'ici, de Paris 8, c'est très sympa. Les camarades d'ici, revenir ici, pour moi, c'est toujours un plaisir. Donc, c'est tout enregistré dans le YouTube et on continue. Merci aussi, Carmen. Carmen parle de Washington, c'est ça? Vous êtes là-bas. Et fait des efforts pour être ici avec nous. Et tous les c'est un plaisir. Ouais. Ça sort de ma solitude ici. Beaucoup de travail là-bas. Aussi, les camarades d'Uruguay de Odelar qui sont là au congrès brésilien d'éducation physique sportive à Fortaleza. Donc, merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Merci, Gabriela, aussi pour la diffusion. Obrigada, Gabriela.